Je n'aurais jamais pensé que mon 22e anniversaire serait le jour où tout s'effondrerait. Le message texte de mon père a tout changé, j'ai vendu ton ordinateur portable. Madison a besoin d'un nouveau téléphone. Sois reconnaissante de ce que nous te nourrissons. Puis est venue la gifle, de plus, tu paieras ses frais de scolarité, $6 000, d'ici vendredi. Quand j'ai répondu, pas question, sa réponse a été immédiate, alors sors. Tu es coupé des vivres. Alors je suis parti discrètement. Le lendemain matin, ils ont trouvé ce que j'avais laissé sur la table. Maintenant, ma sœur panique, et ma mère crie. Avant de me plonger dans l'histoire, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Si vous avez déjà été confronté au favoritisme familial ou si vous avez dû vous défendre, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre d'autres histoires sur la façon de trouver la force dans les situations difficiles. Maintenant, laissez-moi vous ramener à là où tout a commencé. Je m'appelle Brooke Wilson, et jusqu'à récemment, j'étais juste une étudiante moyenne de 22 ans essayant de terminer mon dernier semestre tout en occupant 2 emplois à temps partiel. J'économisais chaque dollar disponible pour mon propre logement, mais mes parents insistaient pour que je vive à la maison afin d'économiser de l'argent, bien que, comme vous l'apprendrez bientôt, cela ne fonctionnait pas exactement en ma faveur. Le matin de mon anniversaire a commencé comme n'importe quel autre jour. Je me suis levé tôt, je me suis habillé pour mon service de serveuse du matin et je suis descendu. Ma mère, Karen, était dans la cuisine en train de faire du café. « Joyeux anniversaire, Brooke », a-t-elle dit, sans lever les yeux de son téléphone. « Merci, maman », ai-je répondu, attendant quelque chose de plus. Peut-être une carte ou un petit cadeau, mais rien n'est venu. « N'oublie pas que tu devras conduire Madison chez son ami plus tard, a-t-elle ajouté, toujours en train de faire défiler ses réseaux sociaux. J'ai hoché la tête, ravalant ma déception. J'aurais dû m'y habituer maintenant. L'ordinateur portable posé sur le comptoir de la cuisine était ma fierté et ma joie, un MacBook Pro que j'avais acheté il y a 3 mois après avoir économisé les pourboires de mon travail de serveuse pendant près d'1 an. Il contenait tout ce qui était important pour moi, mes recherches de thèse, mes candidatures, mon portfolio et mes photos. Je l'ai fermé et l'ai soigneusement mis dans mon sac avant de partir. Ce n'était pas le premier anniversaire qui avait été éclipsé par les besoins de ma jeune sœur Madison. Pour mon 16e anniversaire, mes parents ont annulé ma petite fête parce que Madison avait un tournoi de football de dernière minute. Quand j'ai eu 18 ans, l'argent que mes grands-parents m'avaient donné pour un cadeau de fin d'études est mystérieusement allé au paiement de la voiture de Madison à la place. À 21 ans, j'avais cessé d'attendre quelque chose de spécial. Le Sunrise dîner où je travaillais était bondé comme d'habitude, mais mes collègues s'étaient souvenus de mon anniversaire. Tammy de la cuisine avait apporté des cupcakes, et mon manager, Richard Lawson, m'a même donné une petite carte cadeau pour ma librairie préférée. « Tu es l'une de nos ouvrières les plus travailleuses », a dit Richard, ses yeux gentils se plissant au coin. « Nous t'apprécions ici. » Cette petite reconnaissance signifiait plus qu'il ne pouvait le savoir. Au moins quelque part dans ma vie, mes efforts étaient reconnus. C'est pendant ma pause de l'après-midi, alors que j'étais assise dans l'allée arrière du restaurant avec une tasse de café, que mon téléphone a vibré avec un message de mon père, Frank. « J'ai vendu ton ordinateur portable. Madison a besoin d'un nouveau téléphone. Sois reconnaissante de ce que nous te nourrissons. » J'ai fixé l'écran, certaine d'avoir mal lu. Mes doigts tremblaient alors que j'essayais de l'appeler, mais il n'a pas décroché. Au lieu de cela, un autre message est arrivé, de plus, tu paieras ses frais de scolarité, $6 000, d'ici vendredi. Le monde semblait basculer de côté. Mon ordinateur portable, ma propriété que j'avais achetée avec mon propre argent, vendue sans ma permission? Et maintenant on attendait que je paie les frais de scolarité de ma sœur? La même sœur qui avait échoué à 3 programmes différents parce qu'elle faisait la fête au lieu d'étudier? Ma poitrine s'est serrée et des larmes ont menacé de couler. Comment pouvait-il faire cela? Qu'est-ce qui leur donnait le droit de vendre mes affaires, et où allais-je trouver $6 000 en 3 jours? Avec des mains tremblantes, j'ai tapé la seule réponse que j'ai pu gérer, pas question. Sa réponse est arrivée instantanément, alors sors. Tu es coupé des vivres. Juste comme ça, le jour de mon anniversaire, j'étais chassé de ma maison, coupé de ma famille. Tout ça parce que je ne voulais pas financer la 4e tentative de ma sœur à l'université après qu'ils eurent volé et vendu mes biens personnels. J'ai réussi à finir le reste de mon service, fonctionnant en pilote automatique en prenant des commandes et en livrant de la nourriture. Mon esprit s'emballait, essayant de comprendre ce que je devais faire ensuite.
Où irais-je? Qu'en est-il de mes autres affaires, et comment allais-je terminer mon diplôme sans mes recherches et mes notes? Alors que je raccrochais mon tablier à la fin de mon service, Richard a remarqué ma distraction. Tout va bien, Brooke? Tu as l'air à 1000 lieues. J'ai forcé un sourire. Juste des affaires familiales. Rien que je ne puisse gérer. Mais en marchant vers ma voiture, une Honda Civic d'occasion que j'avais également achetée moi-même, je savais que je faisais face à la plus grande crise de ma vie jusqu'à présent, et je devais trouver un moyen de m'en sortir. J'ai conduit directement à l'appartement de ma meilleure amie Olivia Martinez, les larmes brouillant ma vision en naviguant dans les rues familières. Olivia était mon rock depuis ma première année de lycée. Si quelqu'un devait comprendre ce que je traversais, ce serait elle. Quand elle a ouvert la porte, un seul regard sur mon visage lui a dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir. « Oh, Brooke » a-t-elle dit, me serrant dans ses bras. Qu'est-ce qu'ils ont fait cette fois? Je me suis effondré sur son canapé et lui ai montré les messages textes, mes mains tremblaient toujours. Ton père a vendu ton ordinateur portable? Celui que tu as économisé pendant 1 an pour acheter? La voix d'Olivia s'est élevée d'incrédulité. Et maintenant, il veut que tu paies les frais de scolarité de Madison? C'est insensé. Ça a toujours été comme ça, ai-je dit, essuyant mes larmes. Mais cette fois, ils sont allés trop loin. Olivia nous a fait du thé pendant que je racontais la longue histoire de favoritisme dans ma famille. Le modèle s'était établi tôt. Madison était l'enfant prodige qui ne pouvait rien faire de mal, tandis qu'on attendait de moi que je sois autonome, responsable et invisible. Tu te souviens de ma remise de diplôme au lycée? Ai-je demandé à Olivia, qui a hoché la tête d'un air sombre. Le souvenir était toujours douloureux. J'avais été annoncé comme récipiendaire d'une bourse prestigieuse, et en me dirigeant vers la scène, ma mère m'avait intercepté pour me montrer avec enthousiasme un message de Madison. Elle avait été nommée capitaine de son équipe de cheerleading junior varsity. Mon succès, l'aboutissement de 4 années de travail acharné, avait été complètement éclipsé. Et tu te souviens quand j'ai obtenu ce stage chez Thomson Marketing? Ai-je continué, les mots s'échappant maintenant. Mes parents n'ont pas pu assister à la réception car Madison avait rendez-vous chez le coiffeur pour le bal. Olivia a secoué la tête. Je me souviens. Je n'ai jamais compris pourquoi il te traitait si différemment. Il n'y avait pas que les grands moments non plus. Tout au long de ma vie, mes affaires avaient été considérées comme une propriété commune, à la disposition de Madison quand elle le voulait. Mes vêtements disparaissaient de mon placard. Les livres que j'achetais pour mes cours disparaissaient, pour être retrouvés endommagés sous le lit de Madison. Mon premier appareil photo, un cadeau de ma grand-mère, a été emprunté par Madison pour un voyage et rendu avec un objectif fissuré. J'ai travaillé 2 emplois pendant mes études universitaires, Olivia. 2 emplois. Pendant ce temps, Madison a échoué à 3 programmes différents parce qu'elle est trop occupée à faire la fête. J'ai passé mes mains dans mes cheveux avec frustration. Elle a craché sa 3e voiture le mois dernier. Sa 3e. Et au lieu de conséquences, elle reçoit un nouveau téléphone. Et je suis censé payer pour une autre tentative à l'université? Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent. Attends, et ta thèse? Toutes tes recherches n'étaient pas sur cet ordinateur portable? Le rappel m'a envoyé une nouvelle vague de panique. Tout était là-dessus. Mes recherches de thèse, mes candidatures, mon portfolio, tout. J'ai enfoui mon visage dans mes mains. Des années de travail perdu. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en auras besoin, a dit Olivia sans hésitation. Le canapé est convertible, et de toute façon, Teresa rend visite à ses parents pendant les 2 prochaines semaines. Teresa Dixon était la colocataire d'Olivia, une étudiante en soins infirmiers tranquille qui passait la plupart de son temps en stage clinique. Je devrais appeler tante Diane, ai-je dit, tendant la main vers mon téléphone. Elle a toujours vu à travers le comportement de mes parents. Diane Wilson était la sœur de mon père, et contrairement à lui, elle m'avait toujours traité avec gentillesse et respect. Elle a répondu au 2e appel. Brooke, joyeux anniversaire, ma chérie. Au moins quelqu'un dans ma famille s'était souvenu. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle n'a pas été surprise. Frank a toujours favorisé Madison, a-t-elle dit avec un soupir. Tes grands-parents ont essayé de lui en parler il y a des années, mais il n'a pas voulu écouter. Mais vendre tes biens et exiger que tu paies les frais de scolarité de Madison? Cela dépasse les bornes. Je ne sais pas quoi faire, tante Diane. Ils m'ont mise dehors.
Ça fait des années que ça couve, Brooke. Peut-être est-il temps que tu prennes position une fois pour toutes. Après que nous ayons raccroché, Olivia et moi nous sommes assises à sa table de cuisine pour réfléchir. Tu dois récupérer tes affaires, a dit Olivia. Et tout documenter. Je dois faire plus que ça, ai-je répondu, un plan se formant dans mon esprit. Je dois les confronter à la réalité. Pendant les heures suivantes, Olivia et moi avons élaboré une stratégie. Je rentrerai tard dans la nuit pour récupérer mes affaires essentielles, mais je laisserai aussi quelque chose derrière moi ou quelque chose qui forcerait ma famille à affronter la vérité sur la façon dont ils m'avaient traité toutes ces années. Es-tu sûr de ça, a demandé Olivia. Cela pourrait brûler les ponts définitivement. J'ai pensé à mon ordinateur portable. Des heures de travail perdues sans une seconde pensée. J'ai pensé aux milliers de dollars que mes parents m'avaient empruntés au fil des ans, jamais remboursés. J'ai pensé à toutes les fois où on m'avait dit de me sacrifier pour le bien de Madison. Certains ponts doivent être brûlés, ai-je dit fermement. Il est temps qu'ils apprennent que je ne suis plus leur paillasson. Il était presque minuit quand je me suis garé dans l'allée de mes parents. La maison était sombre, à l'exception de la lumière de la chambre de Madison à l'étage. J'ai utilisé ma clé pour entrer discrètement, espérant éviter une confrontation. La maison semblait différente, sachant que je n'y vivrais plus. J'ai monté les escaliers jusqu'à ma chambre, pour trouver la porte entr'ouverte et la lumière se répandant dans le couloir. En la poussant, je me suis figé à la vue qui s'offrait à moi. Madison se tenait devant mon miroir, portant ma robe préférée, une robe de cocktail noire que j'avais achetée pour des entretiens d'embauche. Des vêtements étaient éparpillés sur mon lit, des tiroirs laissés ouverts et à moitié vides. « Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre ?» ai-je demandé. Madison a légèrement sursauté, mais s'est rapidement remise, lissant le tissu de ma robe. « Oh, c'est toi. Je regarde juste ce qui me va. Papa dit que tu déménages de toute façon. » La façon désinvolte dont elle a dit cela, comme si mon expulsion était une arrière-pensée, a fait bouillir mon sang. Mais j'ai gardé ma voix égale. Ça ne veut pas dire que mes vêtements deviennent automatiquement les tiens. Madison a haussé les épaules, se tournant pour voir la robe sous un autre angle. Maman a dit que je pouvais prendre ce que je voulais. Tu n'as pas besoin de vêtements fantaisie pour être serveuse. J'ai ravalé la réplique colérique qui était au bout de ma langue. Il ne s'agissait pas de vêtements. Il s'agissait de respect, de limites et d'années de droit. Où est mon ordinateur portable ? ai-je demandé. Papa l'a vendu à Walter d'un accent grave côté. Sa fille commence l'université, a dit Madison avec un sourire narquois. Il en a tiré 1200 $. Mon nouveau téléphone n'a coûté que 800 $, alors je garde la différence. Mon ordinateur portable à 2000 $, vendu pour 1200 $ afin que Madison puisse avoir de l'argent de poche en plus d'un nouveau téléphone. Je me suis senti malade. Est-il venu à l'esprit de quelqu'un que l'ordinateur portable n'était pas à papa pour qu'il le vende ? Madison a levé les yeux au ciel. Ne sois pas si dramatique. C'est juste un ordinateur portable. En plus, tu habites toujours ici gratuitement. Plus maintenant, ai-je dit, sortant ma valise de sous le lit. Et je n'ai jamais vécu ici gratuitement. Pendant que Madison continuait d'essayer mes vêtements, faisant des commentaires désobligeants sur mon style, j'ai méthodiquement emballé ce que je pouvais, vêtements, articles de toilette, documents importants et les quelques objets sentimentaux que je ne pouvais supporter de laisser derrière moi. Pendant tout ce temps, Madison regardait avec une curiosité détachée, comme si ma vie qui s'effondrait était une émission de télévision légèrement intéressante. « Alors, vas-tu vraiment payer mes frais de scolarité ?» a-t-elle demandé avec désinvolture. « Non. Papa va être tellement en colère, a-t-elle dit, presque joyeusement. Il a déjà promis à l'université qu'il paierait d'ici vendredi. C'était une nouvelle pour moi. Si papa a promis de payer, pourquoi me dit-il de le faire ? Madison a haussé les épaules. Il a dit quelque chose sur le fait de t'enseigner la responsabilité. Aussi, je pense qu'ils ont des problèmes d'argent. Maman a dû retourner des trucs qu'elle a achetés la semaine dernière. Intéressant, j'ai noté cette information tout en continuant à emballer. Quand Madison est enfin partie, portant ma robe et emportant plusieurs autres articles avec elle, j'ai agi rapidement. Sous une planche lâche sous mon bureau, j'ai récupéré mon fonds d'urgence, 3000 $ en espèces que j'avais économisés pendant des années. Mes parents avaient l'habitude d'emprunter sur mon compte bancaire, alors j'avais appris à garder de l'argent caché. Ensuite,
je suis allé à mon placard et j'ai sorti une boîte de dossiers que je gardais depuis des années, relevés bancaires montrant des retraits que je n'avais pas effectués, notes détaillant des prêts que mes parents avaient contractés, copies de factures que j'avais payées pour le ménage. Tout était là, une piste écrite d'abus financiers remontant à mon premier emploi à 16 ans. J'ai travaillé méthodiquement toute la nuit, organisant des documents et faisant des copies de tout. À 2 heures du matin, je suis allé dans une imprimerie ouverte 24 heures sur 24 pour imprimer les copies finales et compiler un dossier. Quand je suis rentré à la maison était complètement silencieuse. J'ai fait un dernier balayage de ma chambre, puis j'ai porté ma valise et mes sacs à la voiture. Avant de partir, j'ai placé le dossier que j'avais préparé bien en vue sur la table de la cuisine, où il serait vu dès le matin. Sur le dossier, j'ai laissé une simple note, la vérité sur qui a soutenu qui. Plus jamais. Alors que je reculais de l'allée pour la dernière fois, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions, le chagrin du soutien familial que je n'avais jamais vraiment eu, la peur de l'avenir incertain devant moi, mais aussi un sentiment inattendu de libération. Pour la première fois de ma vie, je prenais le contrôle de ma propre histoire. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge du tableau de bord, 4h17 du matin. Dans quelques heures, ma famille se réveillerait et découvrirait ce que j'avais laissé derrière moi. D'ici là, je serais en sécurité chez Olivia, commençant ma nouvelle vie. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais une chose avec certitude, je ne me permettrai plus jamais d'être exploité par les personnes qui auraient dû me protéger le plus. Le dossier que j'avais laissé sur la table de la cuisine contenait des années de dossiers financiers méticuleusement documentés, mon cadeau d'adieu à une famille qui m'avait tenu pour acquise pendant bien trop longtemps. La première section contenait des relevés bancaires mettant en évidence chaque retrait non autorisé que mon père avait effectué sur mon compte au cours des 6 dernières années. Chacun était daté et annoté de ce pourquoi on m'avait dit que l'argent était destiné, urgence maison, aide aux factures, juste jusqu'à la paix. Le total s'élevait à 8 347 $. Argent que j'avais gagné en travaillant le soir et le week-end tout en maintenant un programme de cours complet. Vient ensuite une ventilation complète des dépenses ménagères que j'avais couvertes depuis mes 18 ans. Facture d'eau, reçu d'épicerie, réparation de maison, le tout avec mon nom dessus. Ces documents montraient que j'avais payé environ 70% des factures ménagères au cours des 3 dernières années. Bien qu'étant étudiante à temps plein, la moyenne mensuelle s'élevait à 1 450 $, bien plus que ce qui aurait été juste pour une seule chambre dans une maison partagée. La troisième section détaillait tous les prêts que mes parents avaient contractés auprès de moi. De l'argent pour tout, des cours de danse de Madison aux soins dentaires de ma mère en passant par les réparations de voitures de mon père. Aucun de ces prêts n'avait jamais été remboursé, malgré des promesses répétées. Ce total était le plus choquant, 15 283 $ sur 6 ans. La quatrième section contenait ce qui avait déclenché mon enquête en premier lieu, la documentation concernant le fonds d'études que mes grands-parents avaient créé pour moi. Quand j'ai eu 18 ans, on m'avait dit que l'argent avait disparu en raison des fluctuations du marché. Mais mes recherches avaient révélé la vérité. Les registres bancaires montraient des retraits systématiques effectués par mes parents, vidant le compte sur plusieurs années. Le total détourné, 22 500 $. J'ai inclus des copies des relevés de notes des universités où Madison avait échoué ou des documents que mes parents avaient cachés tout en continuant de financer ses études. 3 programmes différents dans 3 écoles différentes, aucun ne durant plus d'un semestre. Des milliers de dollars gaspillés parce que personne ne tenait Madison responsable. L'épreuve la plus accablante était peut-être la preuve de propriété de mon ordinateur portable, le reçu montrant que je l'avais acheté moi-même, l'enregistrement de la garantie à mon nom et même la police d'assurance que j'avais contractée pour celui-ci. J'ai inclus une capture d'écran de modèles comparables en ligne, montrant que la valeur réelle était plus proche de 2000 $, et non des 1200 $ pour lesquels mon père l'avait vendu. À la fin du dossier, j'ai placé 3 documents finaux. Premièrement, une facture formelle pour tous les prêts impayés, les retraits non autorisés et l'ordinateur portable volé, totalisant 25 830 $. Deuxièmement, une lettre de mon ami Trevor Hawkins, étudiant en droit spécialisé en droit de la famille, décrivant les conséquences juridiques potentielles des abus financiers et du vol. La lettre expliquait que si je préférais résoudre cela en privé, j'étais prête à engager des poursuites judiciaires si nécessaire. Enfin, une copie du rapport de police que j'avais déposé concernant le vol et la vente non autorisée de mon ordinateur portable. Je n'avais pas encore nommé mon père directement, mais le rapport établissait un enregistrement légal de l'incident. La note que j'avais jointe au dossier était brève mais claire, je n'aurais aucun contact avec aucun d'entre tant que la restitution complète de ce qui m'avait été pris au fil des ans ne serait pas faite.
Ce que je ne pouvais pas documenter dans ce dossier était le coût émotionnel des années passées à être traité comme moins que rien, les anniversaires oubliés, les réalisations ignorées, le message constant que les désirs de Madison étaient plus importants que mes besoins. Mais j'espérais que la réalité financière les choquerait au point de reconnaître le schéma plus large de la façon dont ils me traitaient. Alors que je m'installais sur le canapé lit d'Olivia ce matin-là, épuisé physiquement et émotionnellement, je me suis demandé combien de temps il faudrait à ma famille pour découvrir le dossier. Le rejetterait-il immédiatement? Reconnaîtrait-il la vérité dans ces pages, ou la tordrait-il d'une manière ou d'une autre pour se faire passer pour les victimes? Quelle que soit leur réaction, je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. Pendant trop longtemps, j'avais permis leur comportement en restant silencieuse. Le dossier représentait ma voix, claire, documentée et impossible à ignorer. J'ai éteint mon téléphone, sachant que le barrage de messages allait bientôt commencer. Pour l'instant, j'avais besoin de dormir. Demain, il serait assez tôt pour gérer les conséquences de ma famille enfin confrontée à la vérité. J'ai réussi à dormir 3 heures avant d'être réveillé en sursaut par la vibration persistante de mon téléphone. Les yeux embrumés, j'ai vérifié l'écran, 27 appels manqués, 43 messages textes et 5 messages vocaux. Ils ont trouvé le dossier, ai-je murmuré à Olivia, qui faisait du café dans sa petite cuisine. Ça n'a pas pris longtemps, a-t-elle répondu, m'apportant une tasse fumante. Es-tu prête pour ça? J'ai pris une profonde inspiration. Aussi prête que je ne le serai jamais. Le premier message venait de Madison, envoyé à 7h14, qu'est-ce que tu as fait? Maman et papa paniquent. Une série de messages de plus en plus frénétiques ont suivi, le visage de papa est violet. Maman pleure. Ils disent que tu nous poursuis en justice. Es-tu folle? Appelle la maison tout de suite. Les messages vocaux de ma mère ont commencé en colère, mais ont rapidement viré à la panique. Brooke Elizabeth Wilson, rentre tout de suite et explique-toi. Comment oses-tu laisser une documentation aussi calomnieuse? Puis, Brooke, s'il te plaît, nous devons discuter de cela en famille. Ton père est très bouleversé. Il y a des explications pour tout dans ce dossier. Et finalement, ma chérie, s'il te plaît, rappelle-nous. Nous pouvons arranger ça. Nous t'aimons. Les messages de mon père étaient plus directs, enfant ingrat. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est une grave déformation, et tu le sais. Si tu poursuis cette vengeance ridicule, tu le regretteras. Mais au fur et à mesure que la matinée avançait, son ton a également changé. Brooke, parlons-en raisonnablement. Nous pouvons trouver un arrangement concernant l'ordinateur portable. Appelle-moi maintenant. L'appel le plus surprenant est venu de ma grand-mère, Eleanor, la mère de mon père. Elle s'impliquait rarement dans les disputes familiales, préférant maintenir la paix, mais son message était tout sauf pacifique. Brooke, c'est grand-mère Eleanor. Je viens de parler à ton père, et je n'ai même pas de mots. Je n'avais aucune idée que les choses étaient devenues si graves. Ton grand-père et moi arrivons en ville demain. Ne réponds pas à tes parents tant que nous n'aurons pas eu l'occasion de te parler. Appelle-moi quand tu recevras ce message. Waouh, a dit Olivia après que je lui ai joué le message. Grand-mère Eleanor a l'air furieuse. Elle n'a jamais pris parti auparavant, ai-je dit, surprise. Elle essaie toujours de calmer les choses. Peut-être qu'elle ne peut pas calmer ça, a suggéré Olivia. Peut-être que cette fois, c'est trop gros pour être ignoré. J'ai éteint mon téléphone à nouveau, ayant besoin d'espace face au bombardement émotionnel. Il y aurait du temps pour répondre plus tard, mais d'abord, je devais me concentrer sur la reconstruction. Mon manager, Richard, a appelé la ligne fixe d'Olivia, inquiet quand je ne me suis pas présenté à mon service. Je suis tellement désolé, ai-je commencé, mais il m'a interrompu. Olivia a expliqué ce qui s'est passé. Prends congé aujourd'hui, mais je peux t'offrir des quarts supplémentaires à partir de demain si tu as besoin d'argent, et je peux te donner une avance sur ta paie. Sa gentillesse m'a mis les larmes aux yeux. Merci, Richard. J'y serai demain. Cet après-midi-là, un petit groupe d'amis s'est réuni à l'appartement d'Olivia, apportant leur soutien sous des formes pratiques. Jessica Chin a apporté son ordinateur portable de rechange pour que je l'utilise. Nathan Tucker, étudiant en informatique, a proposé d'aider à récupérer les sauvegardes cloud de mon travail. Melissa Gardner est arrivée avec des provisions et des plats cuisinés pour le congélateur. Nous te soutenons, a dit Melissa en me serrant fort dans ses bras. Tout ce dont tu as besoin. C'était accablant de réaliser combien de personnes se souciaient de moi,
se souciait vraiment, alors que ma propre famille avait échoué de manière si constante. Vers 17 heures, tante Diane est arrivée, son expression sombre mais déterminée. « Je suis allée chez tes parents », a-t-elle dit sans préambule. « C'est le chaos. Ton père fait des crises. Ta mère appelle tout le monde pour demander de l'argent, et Madison traverse ce qui ne peut être décrit que comme une crise d'identité. »« Que veux-tu dire ?» ai-je demandé. « Apparemment, découvrir que tes parents mentent sur les finances depuis des années peut être assez déstabilisant, » a dit Diane sèchement. « Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. J'ai des informations que tu dois connaître. » Elle a sorti un dossier et l'a posé sur la table basse d'Olivia. « Les frais de scolarité de Madison ont été payés il y a des semaines, » a-t-elle dit. « Par le fonds de fiducie que ton grand-père a créé pour vous deux. » Je l'ai regardé fixement. « Quel fonds de fiducie ?» L'expression de Diane était douloureuse. « Ton grand-père a créé des fiducies égales pour toi et Madison à votre naissance. Vous étiez censé être informé quand vous auriez 18 ans, mais Frank a convaincu les fiduciaires que tu n'étais pas assez responsable pour gérer ton propre argent. » La révélation m'a frappé comme un coup physique. « Alors, il y a de l'argent pour mon éducation ? De l'argent qui est spécifiquement le mien ? » Oui, et c'est considérablement plus que ce qui a été dépensé pour ton diplôme actuel. La fiducie a été conçue pour couvrir les études de premier cycle et de deuxième cycle, le reste devenant disponible quand tu auras 25 ans. Mais mon père m'a dit que j'avais besoin de prêts étudiants, ai-je dit, essayant de traiter cette nouvelle information. J'ai travaillé 2 emplois pour éviter les dettes. Frank a contrôlé tes fonds de fiducie en tant qu'exécuteur testamentaire. Il a utilisé le tien pour payer les dépenses de Madison après qu'elle ait dilapidé le sien avec ses tentatives d'université ratées. L'ampleur de la tromperie était stupéfiante. Non seulement profiter de mon éthique de travail et de mon sens des responsabilités, mais aussi cacher activement des ressources financières qui m'appartenaient de droit. Pouvons-nous arranger ça ? ai-je demandé. Tante Diane a souri d'un air sombre. Ta grand-mère s'en occupe déjà. Elle arrive demain par avion et amène l'avocat de la famille. Les jours de manipulation financière de ton père sont terminés. Alors que Diane partait, promettant de revenir avec Eleanor le lendemain, je suis resté assise dans un silence stupéfait. La situation était encore pire que je ne l'avais imaginé. Mais paradoxalement, ma position était plus forte. Il ne s'agissait pas seulement de parents profitant de leur enfant. C'était une faute financière claire avec des implications juridiques. « À quoi penses-tu » a demandé Olivia doucement. « Je pense que le dossier que j'ai laissé derrière moi n'était que le début, ai-je répondu. Il y a de plus grandes vérités qui doivent éclater. » Une semaine après mon anniversaire, je m'installais dans la chambre d'amis chez tante Diane. Elle avait insisté pour que je reste avec elle plutôt que d'imposer à Olivia plus longtemps, et la maison de banlieue tranquille offrait un répit bienvenu du chaos. Mon cousin, Tyler, le fils de Diane, qui était rentré de l'université pour les vacances de printemps, m'a mise au courant du drame familial. « C'est comme un feuilleton là-bas », a-t-il dit, affalé dans un fauteuil du salon de Diane. Oncle Frank essaie de minimiser les dégâts, mais personne n'y croit plus. Selon Tyler, mon dossier avait déclenché une explosion de secrets de famille. Madison avait eu une crise complète en découvrant que nos parents avaient menti sur la situation financière pendant des années. Elle a découvert qu'ils utilisaient son fonds de fiducie pour les dépenses ménagères après avoir vidé le tien, a expliqué Tyler. Elle est furieuse qu'il lui ait dit que tu étais la personne financièrement responsable, alors qu'ils ont tout mal géré. T'a-t-elle parlé ? ai-je demandé, surprise que Madison puisse en fait prendre mon parti. Tyler a secoué la tête. Pas directement, mais grand-mère dit qu'elle pose des questions sur toi, comment tu vas, où tu restes. Je pense qu'elle est en train de traiter beaucoup de choses en ce moment. Pendant ce temps, ma mère avait appelé tous les membres de la famille, mendiant de l'argent, affirmant que c'était pour aider la pauvre Brooke qui s'est enfuie. L'histoire s'est rapidement effondrée lorsque les gens ont commencé à comparer leurs notes et ont réalisé que Karen racontait des versions différentes à différentes personnes. Le plus choquant était que mon père faisait face à de sérieuses questions de la part de sa propre mère concernant les fonds de fiducie détournés. Grand-mère Eleanor, à 76 ans, s'était présentée chez eux avec son avocat, exigeant un décompte complet de chaque centime. Grand-mère est en guerre, a dit Tyler avec une touche d'admiration. Elle a dit à oncle Frank qu'elle le retirait en tant que fiduciaire de tous les fonds familiaux et qu'elle envisageait une action en justice s'il ne coopérait pas à un audit complet. Les membres de la famille prenaient parti, mais contrairement à ce que mes parents auraient pu attendre,
la plupart me soutenaient après avoir vu les preuves. Des années passées à regarder mes parents favoriser Madison tout en attendant de moi que je sois complètement autonome n'étaient pas passées inaperçues, et de nombreux parents étaient soulagés que quelqu'un l'ait enfin dit tout haut. La sonnette a retenti en milieu d'après-midi, et Tyler a jeté un coup d'œil à travers les rideaux. « C'est Madison » a-t-il dit, la surprise évidente dans sa voix. J'ai hésité, incertaine d'être prête pour cette confrontation, mais la curiosité l'a emportée, et j'ai fait un signe à Tyler pour qu'il la laisse entrer. Madison avait l'air différente, discrète, sans son assurance habituelle. Elle se tenait maladroitement dans l'entrée de Diane, serrant son sac à main. « Peut-on parler » a-t-elle demandé, sa voix faible. Tyler s'est éclipsé pendant que j'accompagnais Madison à la cuisine. Nous nous sommes assises l'une en face de l'autre à la table de Diane, un silence inconfortable s'étirant entre nous. « Je ne savais pas » a-t-elle finalement dit. « De rien de tout ça. » « Qu'est-ce que tu ne savais pas exactement » ai-je demandé, gardant ma voix neutre. « Que tu payais les factures. Que maman et papa ont pris de l'argent sur ton compte. Qu'ils ont vendu ton ordinateur portable sans permission. » Elle a levé les yeux, ses yeux rougis. « Qu'ils utilisaient mon fonds de fiducie après avoir vidé le tien. » J'ai étudié le visage de ma sœur, cherchant des signes de manipulation ou de manque de sincérité, mais je n'ai trouvé que de la confusion et de la blessure. Ils m'ont toujours dit que tu étais heureuse d'aider, a continué Madison. Que tu étais la personne responsable qui comprenait les obligations familiales. Ils m'ont fait croire que tu t'étais portée volontaire pour faire ces jobs. Je ne me suis jamais portée volontaire pour soutenir la famille, Madison. On m'a dit que c'était mon devoir, tandis qu'on t'a dit de te concentrer sur le fait d'être une adolescente. Madison a grincé. Je sais à quoi ça ressemble. Comme si j'étais gâtée et que je ne m'en souciais pas. Et peut-être que c'est vrai, mais je jure que je ne savais pas qu'il mettait tout sur toi. Pour la première fois, j'ai considéré que Madison pourrait être aussi une victime de la manipulation de nos parents, d'une manière différente. Alors que j'avais été exploitée financièrement, elle avait été maintenue dépendante et infantilisée. Pourquoi as-tu échoué dans ces universités ? Ai-je demandé brusquement. Madison a semblé surprise par la question. Je détestais les programmes. Administration des affaires, puis pré-droit, puis comptabilité. Aucun d'eux n'était ce que je voulais. Mais papa a insisté sur le fait que c'étaient les seuls diplômes valables. Qu'est-ce que tu voulais étudier ? L'éducation, a-t-elle admis doucement. Je veux enseigner à l'école primaire. Mais papa a dit que c'était un gaspillage d'argent. C'était une nouvelle pour moi. J'avais toujours supposé que les échecs universitaires de Madison étaient dus au fait et au manque d'efforts, pas parce qu'elle était forcée dans des domaines qui ne l'intéressaient pas. Pourquoi es-tu ici, Madison ? Ai-je demandé directement. Elle a pris une profonde inspiration. Pour m'excuser. Et pour rendre ceci. Elle a fouillé dans son sac à main et a sorti une enveloppe, la faisant glisser sur la table. À l'intérieur se trouvaient $800 en espèces. C'est pour le téléphone, a-t-elle expliqué. Je ne savais pas que papa avait vendu ton ordinateur portable pour ça. Je pensais ? Elle a hésité, semblant honteuse. Tu pensais quoi ? Je pensais qu'il l'avait acheté pour moi parce que j'avais bien réussi mes examens de mi-session. Elle a ri amèrement. C'est ce qu'ils m'ont dit. Une récompense pour ton travail acharné. Je n'avais aucune idée que ça venait à tes dépens. Avant que je puisse répondre, le bruit de pneus crissant à l'extérieur nous a interrompus. Par la fenêtre, j'ai vu la voiture de mes parents se garer dans l'allée de Diane. Ils m'ont suivi, a dit Madison, les yeux écarquillés. Je ne leur ai pas dit que je venais ici, je le jure. Quelques instants plus tard, Karen et Frank frappaient à la porte d'entrée, criant pour que je sorte. Madison avait l'air paniqué. Tu n'as pas à les voir, lui ai-je dit, étonnamment calme. On peut appeler la police s'ils ne veulent pas partir. La police ? Madison a semblé choqué par la suggestion. Ils ne peuvent plus simplement se présenter et exiger quoi que ce soit, ai-je expliqué. Nous sommes adultes, et ils sont en infraction s'ils ne partent pas si tante Diane le souhaite. Comme sur un signal, Diane est rentrée des courses, prenant la scène d'un coup d'œil rapide. Je m'en occupe, a-t-elle dit, se dirigeant vers la porte d'un pas décidé. Je n'ai pas pu entendre les mots exacts échangés, mais le ton de Diane était ferme et inflexible. Quand la voix de mon père s'est élevée en colère, Diane a répondu en sortant son téléphone et en composant visiblement un numéro.
5 minutes plus tard, une voiture de police s'est garée. L'agent a brièvement parlé avec mes parents, qui sont finalement retournés à leur voiture et sont partis, mais pas avant que mon père ne crie vers la maison, « Ce n'est pas fini, Brooke ». Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il avait raison, mais pas de la façon dont il l'entendait. Alors qu'ils partaient en voiture, une voiture s'est garée derrière eux, et un homme en costume est sorti, portant une mallette. « C'est l'avocat de grand-mère », a murmuré Madison. L'homme s'est approché de la maison et a tendu une enveloppe à Diane. « Documents légaux », a-t-il expliqué. Pour Brooke Wilson. À l'intérieur se trouvait un avis officiel d'une audience d'urgence concernant les fonds de fiducie, prévue pour la semaine suivante. Ma présence était demandée, ainsi que celle de mes parents. Le déchaînement familial atteignait son paroxysme, et il n'y aurait pas de retour en arrière. Mais en regardant Madison fixer les documents légaux avec un étrange mélange de peur et de soulagement, je me suis demandé si ce n'était pas le mieux. La semaine qui a suivi la confrontation chez tante Diane a été un tourbillon d'activités alors que je me concentrais sur la reconstruction de ma vie, pièce par pièce. Ma première priorité était d'assurer mon avenir financier, ce qui m'a conduit à une rencontre avec Samantha Powell, une conseillère financière recommandée par grand-mère Eleanor. « Votre situation est malheureusement plus courante que vous ne le pensez », a déclaré Samantha en examinant mes documents dans son bureau du centre-ville. L'exploitation financière familiale n'est souvent pas signalée en raison des complications émotionnelles impliquées. Avec ces conseils, j'ai ouvert de nouveaux comptes dans une autre banque, mis en place des mesures de sécurité pour prévenir les accès non autorisés et entamé le processus de documentation des abus financiers pour d'éventuelles poursuites judiciaires. La situation du fonds de fiducie sera traitée séparément par les tribunaux, a expliqué Samantha. Mais nous devons protéger ce que vous avez maintenant et ce que vous gagnez à l'avenir. Mon étape suivante a été de trouver un nouvel emploi qui pourrait mieux me soutenir pendant que je terminais mes études. Grâce à la connexion de Richard, j'ai obtenu un entretien chez Callahan Marketing Group, une entreprise prestigieuse du centre-ville. J'étais nerveuse en entrant dans l'immeuble de bureaux élégants, consciente que je portais des vêtements empruntés et un curriculum vitae réimprimé à la hâte à la bibliothèque. Mais l'intervieweuse, Alison Mercer, semblait plus intéressée par mon histoire que par mon apparence. « Parlez-moi d'un défi que vous avez surmonté », a-t-elle demandé. Prenant une profonde inspiration, je lui ai donné une version mesurée des événements récents, ne m'attardant pas sur le drame familial mais soulignant ma résilience et mes capacités à résoudre des problèmes. Donc, vous avez maintenu un GPA de 3,8 tout en travaillant 2 emplois et en soutenant essentiellement votre famille, a résumé Alison, l'air impressionné. Et maintenant vous reconstruisez à partir de zéro. Oui, ai-je simplement répondu. J'ai beaucoup appris sur ce dont je suis capable. C'est exactement le type de détermination que nous valorisons ici, a-t-elle dit en souriant. Nous avons une ouverture pour un assistant marketing à temps partiel qui pourrait passer à temps plein après l'obtention du diplôme. Les heures sont flexibles autour de vos cours. Le salaire qu'elle a mentionné était près du double de ce que je gagnais au restaurant, avec moins d'heures. J'ai accepté sur le champ. Une fois mes préoccupations financières immédiates résolues, je me suis tourné vers le travail émotionnel de traitement de ce qui s'était passé. La docteure Vanessa Torres, thérapeute spécialisée dans la dynamique familiale, m'a aidé à comprendre les schémas qui avaient façonné notre famille pendant des décennies. Ce que vous décrivez est une dynamique classique enfant doré au bouc émissaire, a-t-elle expliqué lors de notre première séance. Votre sœur était idéalisée, tandis que l'on attendait de vous que vous soyez la responsable qui se sacrifie pour la famille. Mais pourquoi? Ai-je demandé, la question qui me hantait depuis des années. Pourquoi nous traiter si différemment? Ces schémas reflètent souvent les propres problèmes non résolus des parents, a déclaré la docteure Torres. Il s'agit rarement des enfants eux-mêmes. Vos parents ont créé des rôles pour vous et Madison qui répondaient à leurs besoins, pas aux vôtres. Comprendre le schéma n'a pas immédiatement guéri la blessure, mais cela m'a aidé à voir que le problème n'avait jamais été mon insuffisance. C'était la dysfonction de mes parents. Étonnamment, Madison est devenue une alliée inattendue dans mon processus de guérison. Elle a commencé à rendre visite régulièrement, révélant à chaque fois plus de secrets de famille qui ont aidé à compléter le puzzle de notre éducation. Savais-tu que maman et papa étaient endettés depuis des années, m'a-t-elle dit lors d'une visite. Papa a fait de mauvais investissements, et ils ont utilisé nos fonds de fiducie pour dissimuler cela. Cela explique pourquoi ils me prenaient toujours de l'argent, ai-je dit, les pièces se mettant en place. Et figure-toi, a continué Madison, se penchant en avant d'un air conspirateur. Ils nous ont intentionnellement montés l'une contre l'autre.
J'ai trouvé des emails où ils discutaient de la façon de nous empêcher de comparer nos notes sur l'argent. La révélation était à la fois choquante et étrangement validante. Nos parents nous avaient délibérément manipulés, s'assurant que nous restions divisés afin que nous ne découvrions pas la vérité. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» ai-je demandé à Madison, curieuse de connaître ses projets. « Je vais me réinscrire à l'université », a-t-elle dit avec une nouvelle détermination, pour l'enseignement primaire, comme je l'ai toujours voulu. Grand-mère m'aide à régler la partie financière. C'était étrange de voir ce nouveau côté de ma sœur, plus mature, prenant ses propres décisions plutôt que de suivre les dictats de nos parents. Je me suis senti prudemment optimiste quant à la possibilité d'une véritable relation avec elle, une relation fondée sur le respect mutuel plutôt que sur la compétition. Ma situation de vie s'est améliorée considérablement lorsque grand-mère Eleanor m'a offert un appartement dans l'immeuble qu'elle possédait au centre-ville. Le loyer était raisonnable. Tarif familial, a-t-elle insisté, mais quand même assez pour que tu conserves ton indépendance. Et l'emplacement était parfait, proche du campus et de mon nouveau travail. Le voisin d'en face, Ethan Parker, s'est présenté le premier jour de mon déménagement. Il était graphiste et travaillait à domicile et s'est immédiatement proposé pour aider à transporter des cartons. Déménager est le pire, a-t-il dit gaiement en soulevant un lourd carton de livres. Mais les nouveaux départs valent la peine. Il y avait quelque chose de rafraîchissant dans la gentillesse simple d'Ethan, sans agenda caché ni condition. Nous avons échangé nos numéros au cas où tu aurais besoin de quelque chose, ce qui s'est en quelque sorte transformé en échange de messages sur nos livres préférés et les restaurants locaux à essayer. 2 semaines après mon déménagement, j'ai reçu un colis inattendu livré à ma porte. À l'intérieur se trouvait mon ordinateur portable, miraculeusement retrouvé. Une note de grand-mère Eleanor expliquait, Walter d'un accent grave côté s'est senti terrible quand il a appris les circonstances. Je l'ai remboursé, et il a eu la gentillesse de te rendre ceci. Il existe encore de bonnes personnes dans ce monde. Lorsque je l'ai allumé, j'ai découvert que la plupart de mes données étaient intactes. Le sentiment de soulagement était écrasant. Mes recherches de thèse, mes photos et mon portfolio professionnel, tout était retrouvé. Cela semblait symbolique d'une manière ou d'une autre, comme retrouver des morceaux de moi-même qui m'avaient été enlevés. Mon ordinateur portable étant retourné, j'ai pu rencontrer ma directrice de thèse, la Dr Ingrid Hoffman, pour lui expliquer la situation et demander une prolongation. Les crises familiales arrivent, a-t-elle dit avec sympathie après avoir entendu une version résumée des événements. Nous pouvons prolonger votre délai d'1 mois, ce qui devrait vous donner le temps de vous remettre sur les rails. Alors que des morceaux de ma vie se remettaient en place, j'ai organisé un petit dîner dans mon nouvel appartement. Ma première fois à recevoir chez moi. Olivia, tante Diane, grand-mère Eleanor, Madison, et même Ethan se sont joints à moi pour un repas simple de pâtes et de salade. En regardant autour de la table ces personnes qui m'avaient soutenu pendant la période la plus sombre de ma vie, j'ai ressenti une vague de gratitude. Mes parents n'étaient pas présents, mais pour la première fois, cette absence a ressemblé à un soulagement plutôt qu'à une perte. Je voudrais porter un toast, a dit grand-mère Eleanor, levant son verre. À Brooke, qui a eu le courage de se défendre et la force de reconstruire. Et au nouveau départ pour toute notre famille. Alors que nous clinquions nos verres, j'ai réalisé que si mon anniversaire avait marqué la fin d'un chapitre de ma vie, il avait aussi été le début de quelque chose de bien meilleur. Une vie construite sur la vérité, le respect mutuel et un soutien sincère. Au nouveau départ, ai-je fait l'écho, me sentant vraiment pleine d'espoir pour la première fois depuis des années. Fais un vœu, a crié Olivia alors que je me tenais devant le gâteau d'anniversaire, 23 bougies scintillant dans mon appartement douillet. 1 an s'était écoulé depuis l'anniversaire qui avait tout changé. En regardant les visages souriants qui m'entouraient d'Olivia et Diane, grand-mère Eleanor, Madison, Ethan et plusieurs nouveaux amis du travail, je m'émerveillais de tout ce qui avait changé. J'ai fermé les yeux, pris une profonde inspiration et soufflé les bougies sous des applaudissements enthousiastes. « Que as-tu souhaité ?» a demandé Madison, arborant maintenant une coupe pixie courte qui symbolisait sa propre transformation au cours de l'année écoulée. « Je ne peux pas le dire, sinon il ne se réalisera pas, ai-je répondu avec un sourire. La vérité était que je n'avais rien souhaité de spécifique. Pour la première fois de ma vie, je me sentais contente de ce que j'avais. L'année écoulée avait été difficile, mais transformatrice. J'avais soutenu avec succès ma thèse, obtenant mon diplôme avec mention malgré les revers. Callahan Marketing m'avait immédiatement offert un poste à temps plein avec des avantages et des perspectives d'évolution. Et le plus important,
j'avais construit un réseau de soutien de personnes qui se souciaient réellement de mon bien-être. Discours, a crié Richard, mon ancien manager, qui était devenu un bon ami. Il avait récemment promu Tammy au poste d'assistante manager, et tous deux m'avaient été d'une aide précieuse pour naviguer dans les premiers jours de l'indépendance. J'ai ri mais j'ai acquiescé, levant mon verre. Il y a un an, je n'aurais jamais pu imaginer être ici, entouré de tant d'amour et de soutien. Merci à tous d'avoir fait partie de ce voyage. Je suis particulièrement reconnaissante pour les secondes chances et les nouveaux départs. Mon regard s'est attardé sur Madison, qui a souri en retour avec une chaleur sincère. Notre relation avait connu la transformation la plus surprenante de toutes. Après des années de compétition fabriquée par nos parents, nous construisions lentement une véritable relation fraternelle. Madison s'était inscrite au programme d'éducation à l'université d'État et s'épanouissait. Elle vivait dans un dortoir sur le campus, sa première véritable indépendance, et avait découvert qu'elle aimait réellement étudier quand elle poursuivait quelque chose qui la passionnait. Il y a 2 mois, le jour de mon anniversaire, elle m'avait remis un chèque de $6 000, symbolique des frais de scolarité que notre père m'avait exigé de payer. Je ne peux pas accepter ça. Avais-je protesté. Ce n'est pas de nos parents, a-t-elle expliqué. C'est de moi. J'ai travaillé comme assistante d'enseignement et j'ai tout économisé. Je sais que cela ne compense pas des années d'inégalité, mais c'est un début. Le geste m'avait profondément ému, non pas pour l'argent lui-même, mais pour ce qu'il représentait, la reconnaissance de Madison et ses efforts pour réparer. Les procédures judiciaires contre nos parents s'étaient conclues 6 mois plus tôt par un accord de règlement. Les détails étaient confidentiels, mais le résultat a garanti que les fonds de fiducie restants étaient sécurisés et placés sous une nouvelle direction. Mes parents ont été obligés de rembourser des sommes importantes et de suivre des conseils financiers. Karen avait fait plusieurs tentatives de réconciliation, envoyant des cartes et laissant des messages vocaux en larmes. Mes filles me manquent, disait-elle. Nous sommes toujours une famille. Mais ces tentatives manquaient toujours de réelles responsabilités, présentant la situation comme un malentendu plutôt que des années d'exploitation systématique. Frank restait défiant, affirmant que tout ce qu'il avait fait était pour la famille et que j'étais celle qui les avait trahis en étalant nos problèmes. Il a refusé de participer à toute thérapie familiale suggérée et a continué de me blâmer pour la fracture de la famille. J'avais établi des limites claires. Je n'envisagerais de reconstruire une relation qu'après une reconnaissance sincère du préjudice causé et des changements démontrés. Jusqu'à présent, aucune de ces conditions n'avait été remplie. Grand-mère Eleanor était devenue une figure centrale de ma vie, appelant chaque semaine et visitant chaque mois. Elle nous avait prises, Madison et moi, sous son aile, partageant sa sagesse et des histoires sur notre histoire familiale que nos parents ne nous avaient jamais racontées. Votre grand-père serait si fier de vous deux, disait-elle souvent. Vous tenez sur vos propres jambes, vous tracez votre propre chemin. Alors que la célébration d'anniversaire continuait, Ethan a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce et a souri. Ce qui avait commencé comme de la gentillesse de voisinage s'était progressivement transformé en quelque chose de plus. Nous avions pris les choses lentement, nous étant tous deux prudents à nous lancer dans une relation, mais la connexion entre nous était indéniable. Il y a 3 mois, lors de notre premier rendez-vous officiel, il m'avait avoué qu'il était intéressé depuis le jour où j'avais emménagé. Tu avais cette détermination en toi, avait-il dit. Même au milieu du chaos, tu étais concentrée et forte. C'était impressionnant. Maintenant, il était une présence stable dans ma vie, un soutien sans être envahissant, gentil sans attendre rien en retour. C'était un changement rafraîchissant par rapport aux relations transactionnelles avec lesquelles j'avais grandi. Après le gâteau et les cadeaux, alors que les invités se mêlaient en petits groupes dans mon appartement, grand-mère Eleanor m'a prise à part. « J'ai quelque chose pour toi », a-t-elle dit, me glissant une enveloppe dans la main. Ce n'est pas exactement un cadeau d'anniversaire, plus un héritage. À l'intérieur se trouvait un acte de propriété d'un petit terrain dans les montagnes, une propriété qui appartenait à notre famille depuis des générations. Ton grand-père a toujours eu l'intention que tu aies ça, a-t-elle expliqué. Il a vu quelque chose en toi, une résilience, une connexion à la terre. La cabane a besoin de travaux, mais ce pourrait être un refuge, un endroit qui est vraiment le tien. Des larmes ont rempli mes yeux alors que je la serrais fort dans mes bras. Merci, ai-je murmuré. Pour tout. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, Madison s'est attardée, m'aidant à nettoyer. Te demandes-tu parfois ce qui se serait passé si papa n'avait pas envoyé ce message l'année dernière ? A-t-elle demandé,
ramassant les assiettes vides. J'ai réfléchi à la question. J'aurais probablement continué le schéma, honnêtement. Donner et donner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Je suis désolé qu'il ait fallu quelque chose d'aussi extrême pour changer les choses, a dit Madison doucement. Je ne le suis pas, ai-je répondu, me surprenant par cette réalisation. Parfois, il faut une rupture nette pour construire quelque chose de mieux. Après le départ de tout le monde, je me suis tenu sur mon petit balcon, regardant les lumières de la ville. L'année écoulée m'avait enseigné des leçons douloureuses mais nécessaires sur l'établissement de limites, sur la reconnaissance de ma propre valeur, sur le choix de ma famille plutôt que l'acceptation de celle dans laquelle j'étais né. J'ai pensé aux vœux d'anniversaire que je n'avais pas faits. La vérité était que je n'avais rien à souhaiter. J'avais déjà reçu le plus grand cadeau, la liberté de créer ma propre vie selon mes propres termes, entouré de personnes qui m'appréciaient pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais leur donner. Alors que je me retournais pour rentrer, mon téléphone a vibré avec un message d'Ethan. Joyeux anniversaire encore. Dîner demain? J'ai souri en tapant ma réponse. Absolument. À mon tour de cuisiner. Certains pourraient voir mon histoire comme une perte, la perte de ma famille d'origine. La perte des parents que j'aurais souhaité avoir. Mais je la voyais différemment. Ce message d'anniversaire fatidique m'avait en fait donné quelque chose de précieux, la chance de reconstruire ma vie sur une base de vérité, de respect et d'amour sincère. Et pour cela, paradoxalement, j'étais reconnaissante. Qu'auriez-vous fait dans la situation de Brooke? Serez-vous parti tranquillement ou auriez-vous confronté votre famille directement? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez déjà eu à établir des limites avec des membres de votre famille difficiles, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus d'histoires sur la façon de surmonter les défis et de construire une vie meilleure. Merci de regarder, et rappelez-vous, parfois, les choix les plus difficiles mènent aux débuts les plus beaux.